Je crois que la réduction des inégalités sociales suppose que nous acceptions de payer pour des gens que nous ne connaissons pas, suppose que nous fassions des sacrifices pour les gens que nous ne connaissons pas, et on constate que durant le siècle, grosso modo, durant lesquels les inégalités sociales ont été réduites, d'une certaine façon, on a cru à des solidarités de classe, on a très fortement cru à des solidarités nationales, on a même eu des sentiments de solidarité liés aux guerres, etc., qui fait que, bon, j'acceptais de payer pour des gens que je ne connaissais pas, ou j'acceptais qu'une école, par exemple, crée d'abord de l'égalité, etc. Ce qu'on observe depuis une trentaine d'années, me semble-t-il, c'est d'une part une transformation du capitalisme qui fait exploser la richesse des riches, pour dire les choses simplement, et qui donc appauvrit beaucoup de gens, mais en même temps, je crois qu'une grande explication de ces inégalités, c'est le fait que le sentiment de fraternité, le sentiment que nous avons quelque chose en commun, s'est beaucoup affaibli. Et donc on observe, par exemple, que sur le plan scolaire, chacun choisit d'abord ses intérêts, en dépit des grands principes, il n'y a pas de débat. Enfin, je veux dire, chacun choisit les inégalités. Sur le plan du logement, chacun choisit les inégalités. On constate que la plupart des Français, y compris d'ailleurs dans les travaux que popularise la Fondation Jean Jaurès, sont persuadés que l'État-providence est illégitime vaguement parce que, au fond, beaucoup trop profiteraient de cet État-providence. Et on voit que, d'une certaine façon, l'épuisement des sentiments de solidarité, des mécanismes de solidarité, de fraternité, eh bien, explique très largement pourquoi les inégalités se développent. Après tout, quand on voit ce qui s'est passé dans l'Angleterre de Thatcher ou dans les États-Unis de Reagan, il y a eu l'idée que les pauvres avaient des avantages inacceptables, que les communautés se ferment et qu'on ne va pas payer pour... on le voit très bien dans la campagne de Trump aujourd'hui, c'est une sorte de caricature mais de ce qui se passe en France. Au fond, je ne vais pas payer pour des gens qui ne sont pas vraiment des nationaux, etc., etc. Et donc toute cette dimension, au fond, imaginaire de la fraternité, s'épuisant, eh bien, il y a derrière les grands principes égalitaires, il y a plutôt, à mon avis, un choix de l'inégalité en réalité. J'ajoute que quand on voit une société dominée aujourd'hui par les thèmes identitaires, ce n'est pas des thèmes de fraternité, c'est des thèmes qui consistent à dire, pour être frère, il faut que l'on s'oppose à d'autres. Donc, les grands discours de la droite, et quelquefois, pas que de la droite malheureusement, c'est de dire, retrouvons des fraternités perdues en chassant tous ceux qui ne la méritent pas. Donc, ce que je voulais mettre en évidence, une idée au fond très très bête, c'est que dans le triptyque républicain, on a beaucoup parlé de liberté, beaucoup parlé d'égalité, et la fraternité est un thème qui a toujours un peu gêné, parce que c'est un thème ambigu, sentimental, un peu religieux. Il faut rappeler que si nous sommes frères, c'est fondamentalement parce que nous sommes les fils du même Dieu. Bon. Alors quand il n'y a plus de Dieu, on dit les fils de la même nation, mais quand même. Et donc, je crois que là-dessus, les mouvements qu'on appelle populistes, le mot ne convient pas, mais au fond, on n'a pas d'autre, eux mobilisent des thèmes de fraternité, mais de fraternité exclusive, disant, retrouvons la fraternité des vrais Polonais, des vrais Hongrois, des vrais Français, des vrais Anglais demain. C'est une fraternité qui se fait contre les autres. Et tout l'enjeu, au fond, pour la gauche, c'est de trouver des principes de fraternité alternatifs, mais qui soient aussi forts que cela. Autrement, la bataille idéologique est perdue et sans espoir. D'ailleurs, les gens qui s'appellent, y compris à gauche, les républicains, sont des gens qui sont très nationalistes. Je veux dire, Jean-Pierre Chevènement, c'est quand même
du patriotisme, vaguement d'ailleurs anti-européen, vaguement protectionniste, etc. Donc la République, c'était les droits, le peuple souverain, les droits. C'était les institutions très fortes qui intégraient, bon, l'école étant évidemment l'espèce d'église républicaine française. Et puis la République, c'était la nation. Il faut appeler les choses par leur nom. Mais on est très ennuyé aujourd'hui avec la nation, parce que la nation, ça a été le nationalisme, ça a été le refus des droits, ça a été l'hostilité au mouvement ouvrier, ça a été la xénophobie, ça a été Pétain, ça a été la guerre d'Algérie. Bon. Donc, au fond, c'est un objet un peu désagréable. Mais cet objet est aujourd'hui saisi de manière extrêmement efficace par nos ennemis, d'une certaine façon. Et moi, je crois qu'il faut trouver des principes de fraternité. Je crois que les sociétés, enfin, c'est un aspect un peu sociologique, si vous voulez, mais je crois que les sociétés reposent sur des mécanismes, mais aussi sur des imaginaires. L'opposition de l'individualisme et de la fraternité est une bêtise. Intellectuellement, c'est une bêtise parce que le grand modèle démocratique, ça s'est toujours fait dans les nations. C'est l'État, on est un individu dans l'État national. Et l'individu n'est pas une plume qui flotte. L'individu a besoin d'imaginaire, de ressources. L'individu n'est pas en guerre avec tous les autres individus, mais pour me sentir un individu, il faut que je vive dans un monde social que je ressens comme étant solide. D'ailleurs, quand le monde social donne le sentiment de se défaire, ben, au fond, l'individualisme se défait aussi. Les gens préfèrent les tribus, les masses, les messes, si on veut, collectives. Donc, n'opposons pas l'individu à la société. Je crois que c'est un de ces vieux thèmes de dissertation dont il faudrait se débarrasser une fois pour toutes. Mais par exemple, les gens vous disent, pour être un individu, il faut que je puisse avoir des racines nationales, des racines religieuses. Je ne suis pas un individu comme ça, sans rien. Le propre de l'individu, c'est pas qu'il n'a pas de racines. C'est pas qu'il n'a pas d'identité, c'est qu'il choisit de les avoir. C'est ça la grande affaire. Mais il choisit de les avoir. Autrement, ça devient une sorte de gentleman qui vit dans un club. Voilà. Mais la société, c'est pas une affaire de gentleman qui vit dans des clubs. Toute la difficulté aujourd'hui que nous avons intellectuellement et politiquement à gauche, c'est que le thème de l'identité s'impose et qu'il nous paralyse d'une certaine façon, parce qu'il s'impose avec une sorte de logique républicaine, maurassienne, dont on voit bien les contours. Mais en même temps, on ne peut pas dire simplement les individus font ce qu'ils veulent et l'affaire est entendue. Donc, moi, je crois qu'il y a plusieurs mécanismes. Le premier, d'abord, c'est de rappeler que la démocratie, c'est une vie collective. C'est pas simplement un mécanisme institutionnel. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation, de mon point de vue, très paradoxale. Il n'y a jamais eu autant de démocratie, d'une certaine manière, autant de vie sur la toile, chacun a une opinion sur n'importe quoi. Ça n'arrête pas, d'une certaine façon. Et en même temps, les citoyens disent « je ne suis pas représenté ». C'est une chose qui me frappe énormément. La vie démocratique est effervescente et tout le monde vous dit « mais je ne suis pas représenté dans cette espèce de pagaille désorganisée ». Donc là, il y a un véritable enjeu aujourd'hui. Les sociétés modernes tiennent par la démocratie et si les citoyens ne se reconnaissent pas dans la démocratie, ce qui est le cas en France, c'est quand même très désagréable. Le transfert, les mécanismes d'interdépendance que nous entretenons les uns avec les autres sont devenus si totalement illisibles que les citoyens ont l'impression, au fond, qu'ils payent pour rien
pour les uns et les autres disent de toute façon je reçois rien. Alors moi c'est autre chose qui me choque profondément parce que d'abord quand on paye ça sert, je veux dire les inégalités sociales restent en France relativement faibles contrairement à ce qu'on imagine et les gens les plus défavorisés reçoivent énormément de choses. Enfin, ils reçoivent des logements sociaux, de l'éducation gratuite, de la santé, enfin c'est pas complètement rien et c'est une part du PIB considérable. Sauf que ces mécanismes, plus personne n'en perçoit les principes. Et donc là, il y a un gros enjeu, parce qu'aucun État-providence ne pourra survivre à ce sentiment, au fond, qui aujourd'hui s'installe, selon lequel tout le monde se fait gruger dans cette histoire. Je veux dire, d'ailleurs, je crois que le syndicalisme est très victime de ça aujourd'hui. Chacun se défend, se met sur son quant à soi. Moi, je vois des choses qui me choquent un peu dans la grande tradition ouvrière, du style, il y a je sais pas quoi, il y a une fête de football, je bloque parce que c'est le moment de toucher une prime. Enfin, des choses quand même un peu étranges. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, de retrouver, au fond, une sorte de vision dans laquelle chacun perçoit vaguement ce qu'il donne et ce qu'il reçoit. Et ça, c'est essentiel. C'est d'avoir des institutions qui soient des institutions plutôt accueillantes. Bon, je pense évidemment à l'école, qui en France est quand même dans une situation très 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 particulière, puisque nous avons une école qui en principe est très égalitaire, en principe est très démocratique, et en fait a des résultats extrêmement inégalitaires et des élèves qui ont très peu confiance dans le système. Donc là, il y a gros changement. On ne peut pas combler ça en faisant des leçons de civisme. Enfin, je veux dire, c'est pas convenable. La troisième chose qui me met très mal à l'aise, mais que je ne crois pas qu'on puisse laisser de côté, c'est qu'il faut opposer au nationalisme une forme de patriotisme positif, c'est-à-dire dire qu'on est tous dans... Autrement dit, il faut dire ce qu'on a de commun. Voilà. Alors dire ce qu'on a de commun, ça suppose pas de reconnaître toutes les différences. Ça suppose de dire qu'il y a des différences que l'on reconnaît parce qu'elles ne mettent pas en cause ce qu'on a de commun, et d'autres qu'il est difficile de reconnaître parce qu'elles mettent en cause ce qu'on a de commun. Ce qui fait que nous devons avoir une vision assez claire de la hiérarchie des droits. Au fond, le droit à son identité est un droit parfaitement acceptable dès lors qu'il ne met pas en cause le droit fondamental des individus à refuser cette identité. Pour dire les choses, il faut donner un droit à la religion, mais il faut donner le droit de refuser d'être dans une religion. Et le droit de refuser d'être dans une religion est supérieur au droit qu'on donne à une religion. Mais l'idée que l'on entend partout, selon laquelle nous allons retrouver une sorte de nation fraternelle, parce qu'on sera tous blancs, vaguement chrétiens, etc., me paraît complètement loufoque et puis un peu dangereuse. On n'est pas dans une situation où on va dessiner, ça me paraît presque ridicule, une société idéale post-capitaliste, la France se sépare du reste du monde et on devient une utopie. Bon, je crois que c'est absurde. Le vieux modèle républicain a des principes qui me paraissent parfaitement incontestables, mais en même temps, on voit bien que la distance entre ces principes et les faits est devenue presque insupportable d'une certaine façon. On l'est vécu en tout cas par les plus pauvres d'entre nous comme une hypocrisie sans nom. Donc la fidélité aux principes, c'est plutôt de changer les choses, c'est plutôt que de s'acharner sans cesse. D'ailleurs, au fond, le vieux couple qu'avait tracé il y a 20 ans Régis Debray entre républicains et démocrates est un couple assez vrai. Aujourd'hui, les gens qui s'appellent républicains sont plutôt les conservateurs nationalistes, quand même. Et nous, il faut qu'on soit des démocrates. C'est-à-dire que pour défendre la République, il faut renouveler la démocratie et accepter aussi d'entendre
la parole des gens ordinaires qu'on n'entend quasiment plus. Enfin, on est dans une sorte de ronde de sondage, de pause publique, médiatique, intellectuelle qui font que moi je travaille là-dessus, les gens vous disent au fond je ne me reconnais pas du tout dans l'espace public et donc ça c'est très très dangereux parce que évidemment ça crée un sentiment de vide qui peut être comblé par des idéologies radicales, violentes, irrationnelles, etc.